Voilà, donc merci beaucoup, merci donc aux organisateurs, au CEDRE, au ministère pour l'accueil. Alors, ma charge à moi de vous présenter une synthèse des connaissances globalement sur ce qui se passe en mer. Donc en fait, je vais vous faire un tableau général de ce qui est connu. Après, je vais rentrer un petit peu plus sur les problèmes qu'il y a en Europe et on va regarder les impacts et puis, disons, très rapidement introduire la suite, notamment les quelques mesures qui devraient venir ou qui sont déjà lancées à la fois par la Commission européenne et puis par le ministère. Alors, voilà, donc j'ai emprunté ça à Vital Graphic, qui est un document des Nations Unies, qui fait une synthèse de l'ensemble des apports dans le monde. Donc vous voyez, la taille des ronds correspond à la production de déchets plastiques, et puis en rouge, la partie qui n'est pas du tout gérée. Et donc vous voyez très rapidement qu'en Europe, on produit beaucoup, mais que par contre, on est relativement bon pas bon dans le recyclage, mais en tout cas dans la gestion globale. Et donc les apports à la mer sont relativement limités, alors que certaines régions du monde, comme le... Oui, pardon. Alors que certaines régions du monde, comme le sud-est asiatique, ont des problèmes justement de gestion de ces déchets. C'est la raison pour laquelle les grandes institutions, les grandes initiatives comme le G20 ont décidé de drainer des fonds de la Banque mondiale pour travailler justement sur cette région du monde, parce qu'il y a vraiment des gros problèmes. Enfin, malgré tout, on est quand même, nous, relativement touchés. Donc vous avez également les sources maritimes de déchets. Donc c'est toujours les Nations Unies qui ont fait un bilan. Et donc vous voyez que la Méditerranée est quand même assez impactée, également la partie mer du Nord, notamment pour en activité qui concerne les activités de pêche. Mais sinon, globalement, le sud-est asiatique est quand même très touché également. Alors, attendez, je vais voir, parce que là, voilà. Donc on a les routes de navires, on a la pêche, on a les bassins versants qui amènent énormément. Donc vous en avez parlé tout à l'heure sur les rivières, avec des mesures à prendre, bien évidemment. Et j'ai extrait des données d'articles de Jambeck qui a été publié en 2015 sur les sources dans le monde de déchets. J'ai extrait les quantités qui arrivent à la mer pour chaque pays européen. Et donc vous voyez que, par exemple, pour la France, on est à peu près à 66 tonnes par jour. 66 tonnes par jour, 66 tonnes par an, pardon, de déchets. On arrive à 627 tonnes par jour, c'est ça. 66 tonnes par jour uniquement pour la France qui arrive à la mer, pour les différentes sources. Et un total, donc, pour l'ensemble de l'Europe de 617 tonnes. Et ça fait à peu près 220 000 tonnes, qui représentent relativement peu par rapport aux 8 millions de tonnes en moyenne qui arrivent dans les océans chaque année. Il s'agit uniquement du plastique qui arrive des continents à la mer. Et ça n'inclut pas les sources maritimes. Jenna Jambeck, je sais, travaille actuellement là-dessus. C'est possible qu'on ait un rapport plus détaillé, justement, sur les arrivées qui viennent des navires. Donc, vous voyez que c'est quand même assez considérable. Évidemment, il y a une partie qu'on n'arrive pas du tout à gérer. Et par voie de conséquence, eh bien, on a des accumulations en mer. Alors, tout le monde a entendu parler des îles de déchets, continents de plastique ou des choses comme ça. En fait, il faut naturellement relativiser. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez à l'équateur, ici, un courant qui est toujours dans le sens, qui va toujours vers l'ouest. C'est vrai dans l'Atlantique, dans le Pacifique, mais également dans le demi-océan, qui est l'océan Indien. Et l'eau, donc, a tendance à monter, à cause des alizés, a tendance à monter. Alors, si on prend l'exemple de l'Atlantique, elle va monter dans le golfe du Mexique. Il y a une branche qui descend le long du golfe des côtes du Brésil. Et comme il y a trop d'eau et qu'elle ne peut pas monter jusqu'au ciel, en fait, elle doit s'échapper. Et ça génère ce qu'on appelle le Gulf Stream, dont tout le monde a entendu parler. C'est comme ça qu'est généré le Gulf Stream. C'est parce qu'il y a trop d'eau dans le golfe du Mexique. Et cette eau va revenir donc sur les côtes européennes. C'est pour ça que de temps en temps, on a des tortues luttes qui s'échouent parce qu'elles ont voyagé avec le courant. On a des débris qui viennent on a eu un moment, par exemple, des plaques de caoutchouc qui venaient vraisemblablement du Titanic parce que les cuves les ballasts, la cargaison, comment dire, s'est ouverte et s'est remontée en surface. Et une partie va aller vers le nord et une partie va venir à l'équateur pour combler le déficit d'eau qui est parti. Et donc, depuis des millions d'années, l'eau tourne comme ça. Donc c'est des millions et des millions de kilomètres cubes, c'est des vitesses très lentes, mais ça fonctionne comme un lavabo. Et au milieu, vous avez le savon qui s'accumule dans le lavabo et vous avez tout ce qui flotte dans l'océan. Et donc il y a des sargasses. Sargasses, ça vient de sargasso en portugais, ce sont des algues brunes. Et c'est le varech, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle la mer des sargasses. Et donc les sargasses s'accumulent depuis des millions d'années. Les petites tortues également, les anguilles aussi, tout ce qui est passif dans le courant. Et depuis quelques dizaines d'années, on a le plastique. C'est comme ça que se génère, si vous voulez, ces zones de concentration. Il n'y a pas d'île, on ne marche pas dessus. Mais par contre, il y a simplement des concentrations qui sont plus importantes que dans d'autres régions du monde. Malheureusement, en fait, si vous allez en Méditerranée, les densités sont plus importantes que dans les zones de convergence. Et donc, en termes de gestion, il est beaucoup plus important, de travailler sur ces zones côtières, de prévenir ce qui va à la mer, plutôt que d'aller nettoyer au large, d'autant plus que les plastiques, en fait, ne sont pas recyclables. Ils sont dégradés, ils sont dans mauvais état. Et donc, il n'y a aucun intérêt, si vous voulez, aller chercher, même s'il y a des initiatives heureuses pour des jeunes, en tout cas très enthousiastes, globalement et pratiquement, si vous voulez, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Donc, alors ces débris, en fait, ils sont très divers, donc on aura probablement l'occasion d'en reparler dans la journée. Le plastique représente jusqu'à 80%, en surface parfois jusqu'à 100%, puisque ce sont des objets de faible densité qui flottent.
Et les plastiques à usage unique, là-dedans, représentent 30 à 40 ou 50% dans certains cas. Et donc, globalement, in fine, on est à peu près à entre 30 et 50% de plastique à usage unique dans les déchets marins. Et donc, c'est assez considérable. Et c'est la raison pour laquelle des mesures qui sont orientées sur ce type de déchets sont assez importantes. Alors, les sources, elles sont très diverses. Vous en avez parlé. Alors, on peut parler, par exemple, des événements extrêmes. Le tsunami, par exemple, au Japon, ça a généré plusieurs millions de tonnes de plastique qui sont allés à la mer, dont certains qui ont voyagé sur les côtes nord-américaines. Là, vous avez l'exemple de Katrina. Vous avez des décharges sur le littoral. Ça, c'est au Liban, où il y a des bulldozers, j'ai vu moi-même, qui poussent directement tous les déchets à la mer. Donc, ils sont repris par la circulation, qui vont sur les côtes, par exemple, de Syrie et puis après de Turquie, qui peuvent après revenir. Vous avez des routes maritimes, donc la Méditerranée qui représente quand même 30% du trafic mondial entre Suez et Gibraltar, donc c'est assez important et un risque assez conséquent. Vous avez donc des apports à cause d'accidents. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le CED a commencé à travailler il y a quelques années sur les déchets. C'est parce qu'il y avait des décharges côtières comme la Corogne et puis également des risques d'accidents, de réels risques. Vous avez des activités comme la pêche, l'aquaculture, les fleuves, donc c'est une des parties les plus importantes. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est les rives de la Seine. Et puis, de temps en temps, vous avez des problèmes particuliers sur lesquels, d'ailleurs, a travaillé le CIED. Les risques de conteneurs, il y en a à peu près environ 10 000 qui sont perdus. Chacun de 20 tonnes, ça représente quand même des quantités assez importantes, notamment pour le contenu. Alors, on les retrouve sur les plages. Ça, c'est un exemple de plage dans le sud de la Méditerranée. C'est une plage urbaine, mais c'est une plage. Ça, c'est en profondeur. C'est les campagnes de l'AFB. Il y a l'AMP à l'époque sur 500 mètres de fond. Ça, c'est 15 minutes de chalutage dans le parc des Calanques. Donc, c'est un parc, c'est une zone quand même qui est protégée. La réalité, c'est qu'il y a une station d'épuration qui est très récente et beaucoup de choses ont été rejetées bien avant. Et donc, il y a certaines régions du parc, le fond est tapissé par des déchets, 15 minutes simplement. Et donc, c'est un petit peu comme une carpette, si vous voulez. On soulève et on met toute la poussière dessous. Et pendant très longtemps, ça a été ça. Alors, c'est plus le cas maintenant. La station fonctionne. Les apports sont bien moindres. Mais dans certains cas, on peut avoir, alors, en Méditerranée, par exemple, ça c'est une photo d'Isabelle Poitou, jusqu'à 40% des déchets qui sont des mégots, simplement parce que les gens prennent leur mégot et enfoncent directement dans le sable. Alors, on a des zones d'accumulation. On a eu l'occasion d'aller à Trénor, donc sur une fosse qui est autour de Spitzberg, c'était il y a quelques années, avec les engins sous-marins de l'Ifremer. Et en fait, on a trouvé des densités qui étaient à peu près équivalentes à ce qu'on trouve en Manche, simplement parce qu'en Manche, il y en a moins à cause du courant qui pousse tout vers la mer du Nord. Et tout ce qui est en mer du Nord, en fait, va vers le Nord. Et en fait, on est confronté à un problème. Il y a des zones d'accumulation, notamment sur des petites rivières, alors que lorsqu'il y a des grands fleuves, tout est poussé très au large. Lorsque c'est des petits fleuves, dans le cas de l'Adour, par exemple, on a une accumulation tout autour. Mais sinon, donc, il peut y avoir un transport parfois très très loin et très profond. Alors, on n'a pas toutes les informations. On va passer, comment dire, de l'époque où on a parlé des grandes îles de déchets et autres, à celle probablement des grandes zones d'accumulation. Il y a un article la semaine dernière sur l'accumulation de microplastiques dans les amphipodes en très grande profondeur. On aura probablement d'autres informations sur des zones d'accumulation assez importantes à certains endroits. Nous, on en a régulièrement sur les côtes. Dès qu'on met en œuvre des sous-marins, on trouve comme ça des zones dans lesquelles il y a beaucoup de déchets. On en a une en septembre l'année dernière et c'est la même chose. On a eu énormément dans les canyons. Voilà, donc là, vous voyez par exemple ici, c'est la Seine au milieu de la baie. Le courant est trop fort et donc il ne peut pas s'accumuler. Mais par contre, sur les bords, dès que le courant est plus faible, à ce moment-là, il commence à s'accumuler. Là, vous avez la Somme, par exemple. Et là, on a une zone de faible turbulence qui fait qu'ils ont tendance à sédimenter. On a vérifié ça avec les courants. Effectivement, ça marche. Voilà. Donc, alors, si vous allez en mer et que vous ramassez donc avec un filet qu'on appelle manta, parce qu'il a une forme de raie manta, un peu comme l'aéroport de Brest, et si vous ramassez tout ce qui est en surface, en fait, dans vos collecteurs, voilà ce que vous allez trouver. Donc, ce sont principalement des microplastiques. Si vous regardez sur le microscope, vous allez trouver un espèce de kaléidoscope avec énormément de déchets. Et vous voyez, donc, vous avez des plastiques d'origine industrielle avant transformation. Vous avez des fibres, vous avez des cotons-tiges ou des bâtons de sucette, peu importe, qui flottent. Vous avez différents fragments de différentes couleurs. Et tout ça, donc, ça fait ce qu'on appelle les microplastiques, avec les densités les plus importantes jamais trouvées en Méditerranée et dans le monde, 64 millions de microparticules par kilomètre carré. Là, c'est en Méditerranée orientale, mais on est régulièrement au-dessus du million de particules par kilomètre carré en Méditerranée. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une densité. Je crois que le bilan est de l'ordre de 250 milliards uniquement pour la Méditerranée. Et sur l'ensemble de l'océan, on est à peu près à 5 000 milliards de particules qui flottent, avec tout un ensemble de conséquences, notamment transport d'espèces ou associés. Donc est-ce qu'il y a des différences régionales? Eh bien oui, en fait, il y a des travaux, par exemple les travaux vous voyez, d'OSPAR, j'en reparlerai cet après-midi, sur les inventaires de déchets sur les fonds avec les campagnes d'évaluation des stocks de poissons. On utilise ça pour calculer des données. Alors, vous inquiétez pas, en fait, ce qu'il y a ici,
c'est plus qu'ailleurs, mais en fait, il y en a beaucoup qui viennent d'Espagne. Enfin, c'est peut-être aussi quand même inquiétant. On a eu des discussions au moment avec le ministère, justement, et OSPAR, sur les sources qui pouvaient et sur les moyens d'arriver. Mais c'est vrai qu'au Pays Basque, depuis très, très, très longtemps, il y a un problème assez particulier. La raison, c'est qu'il y a un courant ici qu'on appelle le courant du Portugal qui fonctionne en hiver, qui amène tout au Pays Basque pendant la période hivernale. Et pendant l'été, vous avez la Gironde, qui génère la Garonne, pardon, qui génère un courant qui descend vers le sud en été, et donc le Pays Basque reçoit tout le temps. En plus, il y a des fleuves, je vous ai montré tout à l'heure l'Adour, et donc c'est une région qui est vraiment beaucoup plus affectée, un petit peu comme le sud-est de la côte méditerranée qui reçoit beaucoup d'Italie également. Et donc il y a des régions comme ça en Europe sur lesquelles il peut y avoir des mesures particulières à prendre, ou en tout cas il y a même un projet européen, l'EMA je crois qu'il s'appelle, sur le Pays Basque pour résoudre ce problème. Alors je vais revenir quand même là-dessus. Si on prend l'exemple de la Méditerranée, vous voyez par exemple les prédictions d'échouage, et voilà. Et typiquement, vous avez le bassin oriental dans lequel, à cause du Nil, vous avez des quantités assez importantes. Les Turcs, quand on discute avec eux, ils vous disent que les pêcheurs, par exemple, évitent certaines zones parce qu'il y a tellement de déchets en surface qui se prennent les moteurs dedans. Et donc, il y a des risques à la fois pour la navigation, il y a des coûts de nettoyage et autres. Et donc, il y a des zones qu'ils évitent. Et ils estiment qu'ils ont les records du monde en termes d'accumulation sur les plages. Et dans la réalité, si vous allez en Atlantique, avec les courants, la Norvège, par exemple, ils ont des fjords qui sont remarquables. Et à l'extérieur, en dehors des fjords, ils commencent à se plaindre parce qu'ils reçoivent tout de la mer du Nord, tout ce qui va vers l'Arctique. Et donc, il y a vraiment des problèmes très particuliers. De la même manière que vous avez ici, du côté de Göteborg, toutes les eaux entrantes en Baltique, en général en surface, elles sont entrantes. Les déchets vont s'accumuler sur la côte. Et j'ai eu des réunions déjà où les Suédois se commençaient à discuter justement des problèmes parce qu'ils recevaient de tous les pays qui sont autour de la mer du Nord sur leur côte. Donc vous voyez, il y a des cas particuliers. On a le cas, nous, sur la côte orientale de Corse. On commence à connaître les courants, les sources. Et puis également sur la côte d'Azur où systématiquement, ils reçoivent des... Et ça, c'est important parce qu'en termes de gestion, si vous prenez des mesures, ça ne veut pas dire que vous arriverez à résoudre le problème en mer puisqu'ils peuvent venir d'ailleurs. Et ça veut dire donc que les mesures doivent être coordonnées à la fois européen et même peut-être plus globalement. Voilà, donc ça, ce sont les zones d'accumulation prévues. Enfin, c'est ça, et donc vous voyez certaines zones qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Alors en termes d'impact, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, ce qui est important, c'est que les étranglements des différentes espèces, imaginez par exemple un filet qui est perdu par un pêcheur, en fait, pendant plusieurs mois, il va continuer à pêcher. Le pêcheur ne voit plus, personne ne voit plus, mais en fait, il continue à tuer des organismes, si vous voulez, qui ne sont même pas récupérés. Et donc, il y a un impact qui est assez important. L'ingestion est un impact aussi important. Et puis... le transport d'espèces, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, ce sont des exemples. Vous avez les oiseaux de la mer du Nord qui ont tendance à ingérer des plastiques. Alors, il faut savoir quand même que c'est une famille d'espèces en particulier qui a un jabot, donc un réceptacle dans l'estomac, qui garde en fait les plastiques. Alors, pendant des millions d'années, c'était des pierres ponces, des pierres légères, qui facilitaient la digestion. Donc, quelque part, les plastiques peuvent les aider. C'est pas simplement, comment dire, il y a toujours trop de plastique, si vous voulez, mais malgré tout, dans certains cas, ça peut aider certaines espèces. C'est pas forcément uniquement négatif. Et lorsqu'on voit des images du Pacifique avec les estomacs d'oiseaux et tous les plastiques qu'il y a dedans, c'est pas forcément parce qu'ils sont morts à cause des plastiques, mais c'est parce que en fin de vie, ça laisse apparaître ce qu'ils avaient dans l'estomac, et ils en avaient beaucoup trop, bien évidemment. Voilà. Mais c'est une question de perception qui peut être un petit peu différente selon comment dire, ce qu'on veut faire dire aux images et aux informations qu'on a. Donc ça, ce sont des travaux qui ont été faits par l'EMAR et l'IFREMER à Brest sur les transferts intestinaux de microparticules fluorescentes. C'est important parce que ça permet d'essayer de comprendre s'il y a un transfert le long de la chaîne alimentaire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une microparticule ingérée, elle reste dans les structures digestives et normalement, elle est excrétée en quelques heures pour le plancton, en quelques jours pour les moules, en quelques semaines pour les tortues. Si vous prenez des tortues malades, par exemple, vous les mettez dans un centre de soins. En 2-3 semaines, elles vont excréter tout ce qu'elles ont dans l'estomac. Et si les moules, par exemple, en 2-3 jours excrètent, ça veut dire que ceux qui mangent des moules ne sont pas sûrs d'avoir les particules qui ont été ingérées. Et donc, ça limite les risques de transfert trophique. C'est assez important, c'est la conséquence sur le plan de la santé. Sauf qu'on ne sait pas comment ça se passe pour les plus petites particules qui, elles, peuvent rentrer dans les tissus et donc s'accumuler. Et donc, la vraie question sur laquelle les gens commencent à se focaliser, c'est surtout justement sur les plus petites particules, sauf qu'on ne sait pas très bien les doser dans le milieu naturel. On sait les fabriquer, on sait les tester avant de les utiliser, mais par contre, dans le milieu naturel, il y a très peu de gens qui savent vraiment tester ces... Voilà, donc différents exemples d'ingestion, d'étranglement et autres. Vous voyez, c'est assez commun maintenant.
Et puis, il y a donc ce problème de transfert d'espèces. Donc ça, c'est là également un travail qui a été fait à Brest, qui montrait que certains virus, pour les mollusques, par exemple, pouvaient se fixer sur des microparticules. Et donc, les microparticules pouvaient favoriser la dispersion des épidémies. Ça, c'est important. Il n'y a pas de preuve formelle de cas comme ça, mais on sait que potentiellement, c'est possible. Et donc, si un jour, il y a une épidémie de tel ou tel virus dans une zone de production, Arcachon, par exemple, s'il y a des plastiques, ça va favoriser vraisemblablement, justement, leur dispersion. Ça, ce sont des dinoflagellés toxiques. C'est du Porocentrum, et se fixe également sur les plastiques. Donc on sait qu'il y a certaines espèces qui sont à risque, si j'ose dire, notamment pour l'homme, qui peuvent se fixer, et donc leur dispersion peut être favorisée. Ça, ce sont des exemples ce sont des foraminifères qui normalement vivent sur les fonds, et pendant la période de reproduction, elles viennent dans zone pélagique, et comme il y a des plastiques, en fait, elles se fixent. Et donc ça veut dire qu'une espèce qui normalement est benthique peut coloniser un autre milieu à cause des plastiques. Donc le cas du tsunami au Japon, c'est 289 espèces qui ont voyagé du Japon vers l'Amérique. C'est la première fois, et c'est l'exemple le plus important d'espèces nouvelles qui arrivent dans une zone sans avoir aucune information sur les modifications en termes de biodiversité. Ça peut être positif, certaines espèces, il y a eu un brassage génétique, et donc ça peut être positif dans certains cas, mais ça peut être des espèces qui n'ont pas lieu d'être et qui vont supplanter d'autres et donc avoir des conséquences. Et c'est un exemple, à cause du transport des débris en mer sur des milliers de kilomètres de colonisation. Et en termes de conséquences, on n'a aucun recul parce que les premiers travaux commencent simplement. Donc il y a un potentiel à la fois de recherche, mais également des risques associés qui sont assez importants. Alors, on a des travaux, différents projets qui essayent d'améliorer les connaissances. Donc, juste quelques exemples. On a, par exemple, des inventaires systématiques de zones d'accumulation sur le littoral. On a commencé dans ces différentes aires marines protégées de Méditerranée. Et ça permet de savoir exactement où est-ce qu'il faut les nettoyer, plutôt que de partir au hasard en disant on va faire telle plage ou telle plage. Et donc, en termes de gestion, ça peut être assez conséquent, notamment dans les aires marines. On a des exemples de nouveaux indicateurs. Par exemple, c'est les déchets dans les nids. Ça marche très, très, très bien. On arrive à montrer que dans certaines régions, plus de 60-70% des nids ont des déchets, et certains nids, jusqu'à plus de 20 déchets par nid, parce qu'en fait, les petits oiseaux, ils aiment bien, les grands oiseaux plutôt, aiment bien pour leurs petits certains types de déchets, comme les branches de lunettes, par exemple, ou bien des morceaux de filet qui sont assez doux. Et donc, ils les prennent, sauf que les petits s'étranglent dedans, si vous voulez. Et donc, ça marche en termes d'indicateurs pour les professionnels que nous sommes pour pouvoir évaluer l'environnement. Évidemment, en termes d'environnement au sens propre du mot, c'est pas très, très beau, et on s'en passerait volontiers. Autre exemple, donc on travaille sur des systèmes, j'en parlerai cet après-midi, donc je ne vais pas détailler, de drones sous-marins pour faire des comptages sans personne. On travaille également sur des méthodes qui sont simplifiées pour compter rapidement les microplastiques. Ça, c'est un exemple de travail qui a été fait sur des données à l'initiative du ministère et opéré par l'agence, par l'AFB, c'est des programmes SAM dont on a récupéré les données. Vous avez par exemple ici une carte de distribution des tortues. Vous avez ici une carte de distribution des déchets, les deux obtenus par survol aérien. Et lorsqu'on transforme ça en probabilité qu'on croise, on a des zones à risque. Et on sait très bien localiser, par exemple, les zones, si vous voulez, où les tortues risquent de rencontrer des déchets. Donc on est en train de multiplier ce type d'approche, à la fois pour d'autres espèces et d'autres zones, y compris par exemple sur les fonds, les interactions entre espèces et puis présence de déchets, puisqu'on commence à avoir les informations pour. Et à terme, on aura la possibilité, si vous voulez, de dire si un jour vous voulez mettre une zone pélagique en réserve, voilà, il vaudra mieux aller. Si c'est littoral, voilà, il vaudra mieux aller. On aura des arguments, si vous voulez, pour définir des zones. Voilà. Donc, eh bien, les impacts socio-économiques, alors le coût, évidemment, ça représente 267 millions pour l'Europe, c'est ce qui a été évalué par an. Au niveau global, c'est de l'ordre de 8 milliards à peu près. Donc on est un petit peu moins cher, si vous voulez, en Europe, mais c'est quand même assez conséquent, avec principalement donc, des coûts qui sont liés au nettoyage des plages. La municipalité de Nice, par exemple, emploie 35 personnes, un budget de 3-4 millions d'euros chaque année pour nettoyer, y compris sur vol aérien, parce que les enjeux sont relativement simples. Vous avez soit les déchets, soit 175 millions de nuits touristes par an. Et donc le choix est vite fait, si vous voulez. Et donc il y a un moment où on est obligé de nettoyer, parce que sinon on perd beaucoup d'argent. Alors en fait, on va nettoyer en mer uniquement lorsqu'il y a une valeur. Par exemple, des filets de pêche, on peut les réparer ou les recycler, en faire des vêtements. Il y a une entreprise en Slovénie qui gagne beaucoup d'argent avec ça. Et donc là, c'est justifié d'aller parce qu'il y a une certaine valeur, si vous voulez, aux déchets. Sur une plage, par exemple, la valeur, elle est patrimoniale, elle est indirecte. Ce n'est pas le déchet lui-même, mais c'est son absence qui a de la valeur. Et donc, c'est très justifié, si vous voulez, d'avoir une plage propre, parce que les enjeux économiques sont relativement importants. Il y a des gens qui ont donné de la valeur à certains déchets en faisant des bijoux, par exemple. Alors, ce n'est pas durable, si vous voulez, mais c'est artificiel. Mais par contre, c'est parce qu'ils donnent une valeur qu'on arrive à aller les chercher et les recycler. Par contre, aller chercher
chercher au large, comme ça avait été proposé par ce jeune Hollandais, c'est un petit peu exagéré, même si l'initiative est louable parce qu'il est jeune et enthousiaste, et c'est une belle aventure humaine, malgré tout, les déchets, c'est très loin, très cher. Son système est un système de collecte passive, donc il va récupérer également donc, des petites tortues avec. Et puis surtout, les déchets ne peuvent pas ils sont dégradés. Avec le temps, ils se dégradent en mer et leur qualité n'est pas très très bonne. Et en plus, c'est très hétérogène et il faudrait trier des microplastiques, si vous voulez, après avoir été les chercher à 3000 km pour arriver à quelque chose, si vous voulez, d'utilisable. Et donc, il y a sincèrement beaucoup de risques à s'engager dans ce genre de démarche. Quoi, voilà. Donc, vous avez également pour les pêcheurs les coûts assez importants. Le tri, par exemple. Certains pêcheurs en Méditerranée passent du temps à trier les déchets pour récupérer leurs poissons. Vous avez vu ces images de chalutage tout à l'heure. Les prises dans les hélices de bateaux de déchets, c'est un coût aussi. Ça se chiffre en millions d'euros au niveau européen chaque année. Et puis, il y a aussi toutes les blessures sur les plages, le contenu, les médicaments, les seringues et autres risques associés, si vous voulez, qui n'est pas négligeable. Dans certaines plages d'Europe, ça représente des coûts assez conséquents. Alors, sur les solutions, on en parlera probablement tout à l'heure. Il n'y a pas de solution unique. Malheureusement, il y a 320 millions d'habitants en Europe, donc il y a 320 millions de sources, puisque chacun, à un moment ou à un autre d'entre nous, a été responsable, comment dire, de rejet, enfin, voulu ou pas voulu, directement à la mer. Donc, il y a plusieurs initiatives. Il y en a qui marchent très, très bien, comme par exemple Vacances propres. Donc là, ils sont présents dans la salle. Il y a également, donc, alors, il y a des initiatives sur les rivières, ça marche bien, mais c'est des coûts quand même qui sont assez importants. Et c'est intéressant. Il y a eu un exemple sur l'Adour. Moi, je ne suis pas très favorable, comment dire, à demander aux jeunes de ramasser ce que les vieux ont jeté sur les plages, si ce n'est pour leur montrer que c'est important, et donc le caractère éducatif est assez conséquent. Mais par contre, en termes de solutions, c'est pas vraiment durable non plus, si vous voulez. Et voilà, donc il y a tout un ensemble, mais surtout la prévention, bien évidemment, sera plus importante. Alors, il y a tout un ensemble d'initiatives. Il y en a qui sont anciennes, comme Marpol, par exemple, les conventions de Londres-Bâle. En 2013, il y avait une grosse réunion avec 200 experts qui avaient listé l'ensemble, d'ailleurs le ministère était présent, qui avait listé l'ensemble des mesures. Donc on sait à peu près ce qui est intéressant ou pas. Il y a des initiatives européennes comme la DCSMM, et puis il y a des activités très très conséquentes des ONG. C'est un sujet, curieusement, comment dire, où les ONG ont été vraiment très présentes depuis tout le début. Et ça, c'est assez significatif et important. Et puis depuis peu, donc, des initiatives politiques globales, SDG 14, donc c'est l'Océan des Cadres par exemple, l'ANUE évidemment, qui voudrait avoir une convention un petit peu comme il y a la convention de Genève sur les prisonniers, il y aura une convention sur les déchets marins, c'est en cours de discussion, ça prendra énormément de temps. Des initiatives de nettoyage, G7, G20, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, par exemple pour l'Asie du Sud-Est, orienter des fonds à grande échelle pour arriver à des solutions qui sont beaucoup plus durables. Il y a eu également des initiatives comme le forum de Davos, où les entreprises se sont engagées sur pour arriver à des produits qui soient plus homogènes et plus recyclables. Donc c'était des engagements quand même qui pourraient être assez conséquents dans la durée. Et puis sinon, donc tout un ensemble d'autres initiatives. Alors il en manque probablement, tout n'est pas là. Il y en a qui sont plus locales, il y en a qui sont plus globales, si vous voulez, mais malgré tout, on sent bien que depuis quelques années, en 92, quand on a commencé, j'étais quasiment seul. Très rapidement, il y a eu 2, 3, 4 personnes qui sont venues autour. Et là, maintenant, on sent bien, qu'il y a une réaction et qu'il y a une volonté politique parce que la demande sociale, en fait, est assez importante. Voilà, donc que fait l'Europe? Rapidement, la directive stratégie pour le milieu marin est assez centrale, mais il y a quand même, c'est important de noter, une nouvelle directive qui va générer énormément de support, de financement et autres sur les années à venir. C'est plus orienté maintenant sur les mesures de prévention, donc recyclabilité, traitement des eaux et autres. Donc il y a tout un train de mesures dont on a parlé tout à l'heure, les interdictions et autres à venir. La surveillance, donc elle n'est pas négligée, évidemment. Le rôle des conventions des mers régionales est assez important, au SPAR Barcelone pour la France. Il y a des fonds également pour la recherche. Il faut savoir, j'ai entendu dire qu'il y avait ce qu'on appelle une mission. La Commission européenne était en train de considérer une mission. Et quand la Commission européenne parle d'une mission, ce sont des budgets assez considérables. Ça peut monter jusqu'à hauteur d'1 milliard d'euros, uniquement pour financer sur des sujets particuliers. Ça ne sera pas les déchets marins, mais ça sera probablement sur les plastiques dans l'environnement, avec tout un ensemble de mesures associées. Et donc on devrait arriver, si vous voulez, à mettre en œuvre tout un ensemble d'initiatives qui intéressent beaucoup de monde. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures parce que je pense qu'on va en reparler dans la journée. Mais très rapidement, les microplastiques seront intégrés dans REACH. Il y aura toutes les interdictions dont le train de mesure a déjà été lancé au ministère. L'harmonisation, par exemple, les pneus textiles, ils vont demander, il y aura tout un ensemble de réglementations de façon à limiter la fragmentation et la genèse de microplastiques. La rationalisation des procédures pour le transport des pour éviter justement les catastrophes, les arrivées massives sur les plages. Et puis, donc, ils envisagent de financer des nouveaux matériaux, la recherche sur des nouveaux matériaux. Donc, juste pour terminer, il y a eu 6 Nobel pour
pour l'invention de polymères. Peut-être que le futur Nobel sera pour des polymères qui seront plus adaptés à nos besoins environnementaux. Voilà, je vous remercie.